Gabriel, bonjour. Je suis super content qu'on passe ce moment ensemble. Alors en fait, on se connaît depuis super longtemps, je pense 10 ans ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Enfin, entre 5 et 10 ans, en tout cas, c'est sûr. On a eu l'occasion d'œuvrer, de faire des choses ensemble, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas. Comment te décrirais-tu en quelques mots? Qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, je suis français. J'habite dans le sud de la France et je travaille dans une agence d'État, l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et le domaine qui m'intéresse et qui me passionne, c'est le domaine des transports et de la mobilité. Et j'ai commencé en fait à rentrer dans ce domaine par la voiture, puisque j'ai une formation d'ingénieur motoriste, spécialisé en moteur et carburant. J'ai d'abord travaillé chez un constructeur automobile, et puis après, voilà, Paris, le sud, et donc je suis retourné dans le sud et j'ai commencé à travailler à l'ADEME, d'abord dans le sujet des technologies moteur et carburant, et puis après, progressivement, je suis allé vers la mobilité en tant que système, et c'est là-dedans que je travaille depuis à peu près une dizaine d'années. Génial. Alors, une des raisons qui fait que je suis excité de t'écouter, c'est que tu es un des experts français, c'est sûr, mais probablement mondiaux sur ces questions de la mobilité. Et en plus de ça, avec des approches qui, je pense, sont innovantes dans la manière, tu as parlé d'approche système, par exemple. Je sais que tu m'as fait intervenir une fois où j'ai fait une conférence pour la Fabrique des mobilités. Alors, est-ce que tu peux me dire quelques mots? À ton avis, c'est quoi aujourd'hui les grands enjeux de la mobilité dans le monde? Et bien sûr, tu dois me répondre à ça en 3 phrases ou en quelques minutes. Non, je plaisante, prends le temps que tu veux. Alors, les grands enjeux, il y a les enjeux qu'on voit dans d'autres secteurs, qui sont les enjeux énergétiques, environnementaux. Donc, le transport se caractérise par une utilisation massive de produits fossiles dont il faut sortir, avec des conséquences en pollution qui sont effectivement à réduire. Et puis en plus, il y a la congestion, qui est un grand problème de la plupart des mégalopoles et des villes dans le monde. Et en même temps, il y a des gens qui n'ont pas assez de transport. Il y en a qui en utilisent trop, et puis à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas assez accès au transport. Il faut savoir que la première demande d'une personne qui cherche un travail, par exemple, c'est un moyen de transport. Avant d'avoir une formation, la plupart des gens manquent de moyens de transport et c'est un frein à l'emploi. Donc là, on parle plutôt de précarité, à l'inverse. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a développé des systèmes techniques qui sont très performants. En fait, on les utilise très mal. Si on regarde la voiture, elle est tout le temps à l'arrêt, il y a toujours une personne dedans, il y a 1,2 le remplissage moyen en France. Donc on a fait de belles choses, mais on les utilise très mal. Et il y a énormément d'acteurs très différents dans cet écosystème-là. Et donc c'est ça qui m'a fait m'intéresser aussi assez vite à l'intelligence collective. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on est si peu intelligents ensemble et comment il faudrait progresser pour être plus intelligents ensemble, pour avoir des systèmes plus performants. Alors donc les grands enjeux, c'est la sortie des produits fossiles, des énergies fossiles, dit autrement le pétrole et tout le reste, la congestion, les bouchons, là où on ne peut plus bouger, et l'accès à la mobilité pour ceux qui n'ont pas cet accès et qui en ont besoin. Alors évidemment, je ne peux pas résister à l'envie de te demander, à ton avis, c'est quoi les solutions à ces 3 grands enjeux? Ou les pistes de solutions? Les solutions. Mais en fait, ça va être dans l'utilisation du meilleur mode de transport pour chaque déplacement. Et donc, utiliser massivement les transports collectifs, la marche, le vélo, puisque ça, c'est bien plus efficace pour la gestion de l'espace public, en matière de consommation d'énergie, de pollution. Et quand on ne peut pas utiliser ces modes-là, d'avoir une utilisation de la voiture qui est plus efficace, donc partagée, mutualisée, avec plus de monde dedans. Donc ça, c'est un peu dire, c'est l'esquisse globale, hein. Mais pour arriver à ça, le numérique, en fait, pourrait être un élément facilitateur. Parce qu'en fait, ces idées-là, on peut retrouver sur des vidéos de l'INA, moi je m'amuse à ça, il y a des vidéos où on montre qu'en 1960, par exemple, Ford a développé la Ford Commuta, c'est une petite voiture électrique, 2 personnes. En combien? 1960. Ah oui. 2 adultes, 2 enfants. C'est une toute petite voiture électrique. Et l'idée de Ford, c'est les gens les prenaient à la périphérie des villes
en donnant leur carte d'identité et en versant leur voiture thermique. Et ils pouvaient circuler dans les villes avec ces petites voitures. On retrouve des brides de Autolib aujourd'hui. Ça n'a pas eu lieu en ce moment-là, parce que ça devait être trop compliqué, trop de friction, trop lent, etc. On retrouve aussi une vidéo, alors encore avant, 1940, l'œuf électrique de Paul Arzins. Donc Paul Arzins est un ingénieur français qui a conçu une voiture, elle est au musée de Mulhouse, l'œuf électrique, donc c'est une voiture, une personne ou deux personnes, ça ressemble à un œuf, et donc elle est pratiquement que du verre, elle est avec un châssis très simple, électrique, donc un rack de batterie, mais comme elle est très légère, elle est très peu de batterie. Et il dit que c'est un élément d'électroménager pour lui, la voiture. C'est un robot mixeur, plus ou moins, c'est un truc. Et récemment, je ne sais pas si tu as vu, Dyson, le fabricant d'aspirateurs, a annoncé qu'il allait faire des voitures électriques. Parce qu'en fait, une voiture électrique, son principal intérêt, c'est d'être extrêmement simple. En dehors du fait que ça n'utilise pas d'énergie fossile, en tout cas pas directement, parce que des fois, il faut produire l'électricité et puis elle est carbonée. Hein. Mais la conception d'une voiture électrique peut être très simple et donc fait venir d'autres acteurs dans l'écosystème. Qui n'ont pas besoin d'avoir 100 ans de savoir-faire dans la construction automobile, en tout cas des moteurs. Et libère, en fait, ouvre des possibilités qui étaient jusqu'à présent fermées. Et Dyson, la voiture électrique de Dyson, je pense qu'elle sera différente. Elle sera plus facile à maintenir, plus facile à réparer, etc. etc. Et donc la voiture électrique, ça pourrait être un parfait objet roulant urbain, partagé, que les gens n'achètent pas, mais vont utiliser, comme ils utilisent un Vélib, quand ils en ont besoin. Et si tu changes ça, ça ouvre des possibilités énormes en matière de design de l'objet, par rapport à quand tu achètes ta voiture, où là tu en veux pour ton argent, quand tu achètes plutôt une grosse voiture, équipée, etc. Là, tu te dis, bon, pour faire 2 km, 3 km, ça me va bien. J'essaie de trouver les photos et les vidéos. Alors, en t'écoutant, j'observe qu'on parle encore de marche à pied, de vélo ou de voiture. C'est-à-dire d'objets ou de pratiques, on va dire, qu'on connaît, pour certaines, depuis quelques dizaines de milliers d'années. Est-ce que tu vois apparaître d'autres moyens de se déplacer, d'autres moyens de mobilité totalement inconnus à ce jour, qui ne soient pas la voiture? Alors, je sais pas, j'ai vu des vidéos de drones autonomes qui volent, enfin je sais pas quoi, ou pas, ou de voitures autonomes ou pas, mais est-ce que même il peut y avoir d'autres objets auxquels les gens qui n'ont pas ta connaissance de ce sujet ne pensent pas? Alors il y a de plus en plus de petits objets urbains électriques, la trottinette, des monoroues, des 2 roues, etc. Donc ça se développe. Et ça va outiller en fait l'homme, va faire un homme augmenté électrique roulant. Donc, il y a ce volet-là. Après, dans les airs, il y a déjà des solutions pour se déplacer qui existent aujourd'hui. On a fait des autobus volants qui sont des avions, c'est quand même des transports collectifs, c'est quand même pas mal. Si on veut faire de la voiture volante, ça va créer des problèmes de congestion, des problèmes de régulation et des problèmes. Ouais. Donc c'est pas forcément... et puis on va dire que ça recrée une catégorie plutôt pour les gens aisés, qui ont déjà accès à l'hélicoptère ou de genre de solutions de mobilité de ce type-là. Donc moi je pense que ça vient plutôt dans le passage de l'objet au service, et donc du coup on achètera un forfait de mobilité, low cost, moyen, premium. Et dans un forfait, tu auras le train, le taxi, des voitures en location, libre-service, et une grande fluidité, facilité d'accès. En fait, et selon ton forfait, tu voyages autant que tu veux. Voilà, c'est ça. Selon ton forfait, tu vas avoir accès à des catégories de services et des facilités d'usage. Tu peux même imaginer avoir des services de mobilité très peu chers, où tu acceptes d'attendre qu'un robot avec avec une place libre vienne te prendre pour amener à destination. Donc tout est imaginable sur le design des forfaits, mais c'est bien le numérique qui permet de faire émerger ces forfaits comme ça de mobilité, packagés, où on a accès à plein de véhicules, simplement avec son téléphone, et donc le téléphone remplace la clé en fait. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il y a deux grandes industries, des industries qui veulent que les gens aient une clé de voiture dans la poche, des industries qui veulent que les gens n'aient plus de clé de voiture dans la poche. Uber, clairement, veut plus que les gens aient une clé, parce que s'ils n'ont pas de clé, ils vont appeler un Uber pour entrer le soir, etc. Donc, puis ça détache culturellement
beaucoup plus de l'objet. Alors en t'écoutant, ça me faisait penser qu'un des trucs qui a le plus progressé au cours des 30 dernières années, c'est du point de vue du transport, au niveau du transport des objets et pas des gens, c'est l'invention du container. Est-ce qu'on peut imaginer un truc équivalent où j'ai, je sais pas, c'est peut-être l'œuf que tu évoquais tout à l'heure, que je peux même peut-être dessiner ou faire dessiner selon mes propres choix, et qui soit chez moi, et puis qu'après, comme un container, quelque chose vienne chercher, amener. Est-ce que c'est complètement délirant ou est-ce que c'est un schéma parmi les possibles? Oui, il y a des projets comme ça qui travaillent, il y a deux, soit sur des petits véhicules individuels, électriques, autonomes, pas, qui permettraient de se déplacer, et sur la route, ils se groupent en convois, et puis après ça se détache. Donc ça revient à cette idée d'un élément unitaire qui se recombine. Et puis les autres types de projets, c'est des plateformes, cette fois-ci, où toute la technologie est intégrée dans la plateforme, donc il y a l'énergie, donc la plateforme peut se déplacer, et dessus tu viens mettre soit une plateforme pour transporter 4 personnes, ou un container pour transporter des marchandises la nuit, et donc tu vas changer le cockpit, en fait, la plateforme reste la même, avec des logiciels pour gérer des flottes. Et en fait tu auras une grosse partie de la valeur dans cette vision-là, qui quitte en fait les objets, les véhicules, pour aller plutôt vers les gens qui vont opérer des corps de robots ou de véhicules dans des territoires. Là, il y aura plus de valeur marchande que dans l'objet. Alors si on revient aux grands enjeux que tu évoquais tout à l'heure, donc la sortie des carburants fossiles, la congestion et les embouteillages, et l'accessibilité. Donc une première chose que tu as évoquée comme piste pour le futur, c'est pour l'objet, c'est quand même quelque chose d'électrique, quoi. Pour l'instant, c'est le premier truc que tu vois se développer plus que, je sais pas, la voiture à hydrogène ou à autre chose. Oui, si on regarde les grands acteurs au niveau mondiaux, donc les grands endroits où on fabrique des batteries, donc c'est Chine, États-Unis. Oui. Ils sont engagés dans une course au gigantisme, et donc les prix s'effondrent en fait des composants. Et donc ça devient une solution, ça va devenir probablement une commodité en fait. Une plateforme roulante électrique. Alors bien sûr ça ne plaît pas aux constructeurs automobiles de penser une commodité, mais je connais déjà des acteurs moi aujourd'hui, en France notamment, qui sont en train de penser une plateforme roulante électrique comme une commodité. C'est un produit banalisé, et ensuite la valeur elle sera sur le cockpit, sur les logiciels, etc. Alors l'électrique il a plein d'avantages, la diversification énergétique, puis la simplicité du véhicule, quoi. Tu peux rabaisser le centre de gravité, mettre les batteries, il y a juste un moteur électrique, et après c'est de l'atol et un moteur électrique. Et il n'y a pratiquement pas d'entretien. Pas d'entretien, une durée de vie quasi infinie. Alors quelle autre idée, plus au niveau du système, pour en particulier améliorer l'accessibilité et empêcher ou limiter les embouteillages? Alors, l'accessibilité, ça passe par plusieurs choses. D'abord, essayer d'aider les territoires, les acteurs publics, à avoir une meilleure connaissance en fait, des pratiques de mobilité sur leur territoire, pour identifier justement les personnes qui sont plutôt en fragilité, les zones du territoire qui sont plutôt dépendantes de la voiture, etc. Donc ça, on manque d'outils et il faudra progresser là-dedans. Et puis après, ça va être de coordonner les acteurs pour bien identifier les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont des problèmes de mobilité, pour qu'elles soient orientées, formées pour utiliser des modes de transport. Et donc en France, il y a une structure qui fait ça, qui s'appelle WeMove, et qui a par an, en fait, elle accompagne à peu près 15 000 personnes pour la recherche d'emploi qui ont des problèmes de mobilité. Ensuite, la congestion. Alors la congestion, c'est un peu un paradoxe, c'est que si on met plus de monde dans les voitures, on peut penser que ça va réduire la congestion. Mais en fait, si on fait ça, uniquement ça,
instantanément, oui, la congestion va diminuer, mais après, les gens qui avaient arbitré différemment, voyant vont revenir dans la voiture. Voyant que ça roule bien, ils vont repasser du bus à la voiture, ils vont redéménager, ils vont recombiner leur... Et on va retrouver la situation quasiment identique. Donc il faut à chaque fois qu'on améliore la fluidité, reprendre l'espace en fait, pour rester à peu près à même congestion, ou un petit peu mieux, et redonner cet espace gagné au bus, au vélo ou à d'autres modes de transport. Et à ce moment-là, tu améliores le système dans sa globalité. Parce que sinon, tu as des effets rebonds et c'est pas du tout... Alors j'ai une autre question. Souvent, quand on aborde ces sujets-là, ce qui n'est pas ton cas, on regarde que le côté technologique, c'est-à-dire les barrières technologiques, et il y a aussi des barrières culturelles. Moi, je me souviens de discuter avec des amis chinois, leur dire, mais voilà, regardez, en Chine, c'est la folie. Enfin, c'était un jour où à Pékin, on ne voyait pas à 50 mètres. Et voilà, avant, vous faisiez du vélo. Et il y a un de mes amis chinois qui me dit, oui, c'est sympa ton truc, mais tu sais, le rêve du Chinois moyen, c'est pas d'avoir un super vélo, c'est d'avoir une voiture, et si possible allemande, pour la plupart. C'est quoi les barrières culturelles et comment les barrières qu'on a dans notre tête, individuellement et collectivement, et comment les dépasser pour aller vers ces solutions qui sont aussi technologiques? Alors, bien sûr, l'imaginaire de l'automobile, il est hyper puissant. Alors, moi, j'ai trouvé ces chiffres-là. Il y a à peu près entre 1000 et 1500 euros dépensés dans chaque voiture vendue par de la publicité. Ouais, alors j'ai vu ça, même pour certains plus, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une machine pour formater les esprits, les imaginaires des personnes, de la voiture. Effectivement, il y a un statut, il y a un imaginaire qui est très fort. Et effectivement, il y a assez peu d'imaginaire alternatif aujourd'hui. Et donc, un des projets d'ailleurs sur lequel je travaille, c'est ça. Et dont les personnes à créer des imaginaires alternatifs. Ah, attends, si c'est pas secret, dis-moi en plus. Ça commence. Mais le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire l'imaginaire de la voiture est très fort. On veut en sortir vers des systèmes de mobilité. Et il n'y a pas d'imaginaire incarné là-dedans. On ne sait pas raconter une histoire qui fait rêver. Il n'y a pas un acteur marchand aujourd'hui qui incarne demain une marque, par exemple. Quelle marque pourrait incarner la mobilité de demain? Moi j'en ai une ou deux comme ça, mais je le dirai peut-être à la fin, je sais pas. Mais donc, voilà, l'idée du projet c'est ça. Et dont les personnes les artistes, les designers, etc., à imaginer créons le narratif. C'est ça, ouais. Moi je dis souvent ça, que les solutions ne sont pas que technologiques. Non. Et c'est quoi le narratif, c'est quoi le rêve qu'on offre aux gens? Après, si tu regardes le covoiturage, par exemple, au début, avant que le Blablacar se développe, on pensait que c'était réalisable de monter dans la voiture d'un inconnu, etc. C'est pas crédible. Une fois qu'il a réussi à développer un système de confiance, un système de prépaiement, etc., ça s'est développé très vite à grande échelle. Donc on est capable de changer vite à grande échelle. Quand il y a des systèmes qui sont... il y a le basculement. Bon, moi j'ai un copain très proche, il a trouvé sa compagne en faisant un trajet Blablacar, donc je ne sais pas si c'est le narratif qui veut... mais par contre, je pense que la plupart des gens qui en parlent de Blablacar ou des autres formules de covoiturage, naturellement parlent de l'aspect social, enfin du côté discussion, ne serait-ce que pour dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler, qu'il y a des gens qui aiment parler dans la voiture. C'est très intéressant. Donc pour moi, ça montre que quand la solution technique, et là, en l'occurrence une appli, elle est bien faite, ça peut aller vite, on peut changer vite. Et en France, en Russie, dans plein de marchés. Donc les comportements, en fait, on peut les faire évoluer. Alors ton rêve à toi, ton narratif, c'est je ne sais pas quelle échelle de temps il faut prendre, à la fois suffisamment loin et pas trop loin, je ne sais pas, dans 10-20 ans, tu te réveilles, ça va être quoi ta journée? T'habites où? T'habites toujours dans le sud? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu te déplaces pas? Est-ce que tu travailles de chez toi? Et quand tu te déplaces, comment tu te déplaces? Si tout va bien, ta vision, si tout va bien, selon ton propre rêve, c'est quoi la journée de Gabriel dans 10 ou 20 ans? Alors, moi j'ai déjà fait un choix assez radical, c'est que en fait on est une famille, on a un ménage. Moi j'ai pas de voiture, en fait. Au quotidien j'utilise un vélo électrique pour aller travailler, je fais 10 km aller, 10 km retour.
Ma femme est infirmière, donc elle utilise sa voiture pour travailler. Donc, la vision, oui. Et tes enfants, ils vont, enfin tes filles, parce que je les connais, ouais. donc je me dis, elles vont comment à l'école? Alors, en vélo, à pied, et jusqu'à présent, c'est moi qui les amenais avec une remorque. J'ai une petite remorque. Avec le vélo électrique. Ah oui, donc déjà sans parler de 10 à 20 ans, on peut dire que déjà aujourd'hui, tu peux être un exemple ou un rêve pour d'autres. On peut le faire. Avec une remorque, on peut tracter 40-50 kg avec un vélo électrique. Donc il y a ce type d'usage. Effectivement, tu l'as dit aussi, télétravail. Une journée, 2 journées par semaine, c'est énorme en matière de flux. Énorme. Si ça va se développer. Alors télétravail chez soi ou à côté, mais à côté on peut y aller à pied ou en vélo, au lieu d'aller beaucoup plus loin. Donc ça va aussi baisser les déplacements pendulaires. Le e-commerce aussi facilite la réduction. Je ne vais pas aller au magasin. Ça veut dire quand même que, par contre, les livraisons devront être optimisées. C'est pas un camion qui amène chaque colis. Donc il y a aussi tout un travail du côté de la logistique à faire également. Et donc ces solutions-là, combinées après au transport collectif, les transports collectifs, on pourrait se dire aussi, il ne va pas augmenter beaucoup parce que ça coûte très cher. Par contre, par les téléactivités, on pourrait dire que les gens vont pouvoir le prendre tous à 8 heures, vont dire non, moi je travaille un peu de chez moi, et puis à 10 heures, je vais prendre le métro, le train. Donc une espèce d'étalement, et là on utilise les mêmes ressources que l'on a déjà, et on améliore le système dans sa globalité. Et puis après, des espèces de réseaux de voitures partagées ou de voitures en covoiturage qui font un mix entre le transport public collectif et la voiture individuelle privée, mais qui vont permettre d'organiser des lignes de covoiturage au quotidien. Et l'un dans l'autre, en fait, on arrive à des progrès qui sont énormes. Puisque si on n'achète plus la voiture, on peut l'électrifier plus facilement. Et donc là, on fait rentrer plein de voitures électriques dans les flottes achetées par des professionnels type Autolib qui gèrent eux les parcs. Et donc avec tout ça, on a fait des estimations, on arrive aux objectifs du facteur 4, une réduction d'un facteur 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors ce qui me marque en t'écoutant, c'est que à la fois ça serait des changements, en particulier culturels, majeurs, et à la fois toutes les technologies, en prenant ton propre exemple, en fait on les a quoi. C'est pas comme si on disait on va se dématérialiser et se rematérialiser à la Star Trek. Non, c'est toutes les technologies que tu évoques, en fait on les a. Ouais. Et à l'ADEME, on a financé, j'ai retrouvé dans les archives, des projets de voitures qui faisaient 2 litres au 100 dans les années 80. Ah ouais. Bon. Donc en fait, faire des voitures efficaces, on sait le faire. Là maintenant, c'est faire des voitures efficaces électriques et mettre plein de monde dedans. Pour jamais les faire rouler avec une personne. Alors, j'aimerais bien que tu me dises quelques mots sur la fabrique des mobilités. C'est comme ça que ça se dit? C'est ça. Parce que quand tu m'as très gentiment invité, j'étais fasciné, et puis après dans tout ce que j'ai pu lire, en tant qu'écosystème innovant ou écosystème d'innovation, je trouve que de tout ce que j'ai vu dans le monde, c'est à la fois incroyablement un écosystème et incroyablement innovant. Donc est-ce que tu peux me dire en quelques mots, c'est quoi vos objectifs, votre rêve à la fabrique des mobilités, comment ça marche, voilà, dis-moi tout. D'accord. Alors donc, comme on l'a vu, la mobilité, en fait, c'est plein d'acteurs différents. C'est des collectivités, des constructeurs automobiles, des gens de l'énergie, des gens qui font des infrastructures, des laboratoires de recherche, puis des écoles pour former les personnes qui vont faire le système de demain. Donc moi je m'intéresse à ce secteur-là depuis 10 ans et donc j'ai rencontré à peu près des gens dans tous les acteurs. Et l'idée de la fabrique, c'est de regrouper ces acteurs et de permettre aux entrepreneurs, donc on part plutôt des entrepreneurs, on dit que c'est eux qui vont transformer les choses. On va les aider à aller chercher chez tous ces acteurs les ressources dont ils ont besoin pour faire avancer leur projet. Donc c'est un réseau qui va connecter, d'accord ? Et puis, la deuxième proposition de valeur qu'on fait, c'est on va essayer de produire et d'indexer les ressources ouvertes qui existent dans le domaine. Donc, tout ce qui est fait en open source, en open data, ou même du matériel qui est en open source.
Et donc on l'indexe, on fait une espèce de bibliothèque. Donc du coup, un entrepreneur qui veut développer une solution, mais il a peut-être un logiciel déjà en open source qui lui permet de faire une partie de son travail. Donc il l'utilise, c'est pas la peine de le refaire. Et quand il fait ça, en l'utilisant, en fait, il améliore. Et de fait, les ressources, du coup, elles progressent. Et donc tout ça, ça fait la richesse de l'écosystème. Et l'objectif de la fabrique, c'est donc d'indexer, d'amener les acteurs, même s'ils sont en compétition, à identifier leur zone d'intérêt commun, de dire, ben là, il y a un endroit où vous avez intérêt à mutualiser et à l'ouvrir. Il n'y a pas intérêt d'être en compétition. Et de créer cette ressource. Et après, nous, on peut gérer la ressource et faire fructifier, et faire se développer. Et donc, c'est une machine à faire des communs. C'est une machine à faire des ressources ouvertes. Donc ça, on commence en France. Et l'objectif, ça serait de faire un réseau, un réseau de fabriques dans le monde, où d'autres écosystèmes se disent, c'est vachement bien ce que vous avez fait, expliquez-nous. Et nous, on leur explique et ils refont la même chose chez eux. Donc on a commencé au Canada, à Montréal. Et puis là, on a une piste pour commencer aussi en Afrique. Parce que évidemment, les entrepreneurs africains ont des ressources disponibles, ça les intéresse beaucoup. Et du coup, on aurait un réseau de fabriques qui produit des communs pour l'écosystème. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est comment tu vois, parce que c'est vraiment une expérience entrepreneuriale, de connaissances, d'amasser et de partager des connaissances. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est, tu as parlé des entrepreneurs, mais il y a des petits entrepreneurs, il y a des gros entrepreneurs, il y a des très grosses boîtes, il y a des administrations, c'est le truc qui ne devrait pas marcher, quoi, culturellement. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait pour toi les facteurs clés de succès? C'est que tous ces gens-là qui avaient des intérêts extrêmement divergents, et pas forcément dans le libre, dans cet état d'esprit-là, comment ça a été possible? Parce que rien que ça, je pense que ça peut être un super exemple pour d'autres domaines. Ouais, alors, il y a 2-3 éléments. Premier élément, il se passe des choses en fait au niveau mondial qui les mettent en tension. C'est-à-dire que il y a des acteurs qui viennent du numérique, il y a Uber, il y a Google, il y a des acteurs chinois tout aussi gros qui arrivent dans la mobilité. Donc les gens sont quand même en tension, ils se disent bon, peut-être qu'on fasse quelque chose quand même. Deuxième chose, on a un peu évolué, cheminé. En fait, ce qu'on a trouvé pour faire que les gens collaborent sur un sujet, en fait, il faut descendre, il ne faut pas partir sur des principes généraux, il faut descendre et créer des communautés d'intérêt sur des sujets bien précis, dans un périmètre bien donné. Par exemple, le vélo, ou le covoiturage, ou l'accessibilité, ou dans un périmètre bien donné, des gens qui sont potentiellement en concurrence, ils vont arriver à trouver un endroit où ils ont intérêt à mutualiser. Donc voilà, le conseil c'est ça, c'est de descendre sur des sujets et de décrire l'objectif de cette communauté. Et dans cette communauté, là on va rassembler 20-30 personnes, elles vont commencer à se connaître et après on avance avec ça. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour créer cette confiance et pour faire ces étapes-là. Oui, alors ce qui m'avait marqué, moi, tu as parlé de les gens se font confiance, c'est aussi l'aspect humain. C'est-à-dire qu'au-delà des entreprises, encore une fois, il y a tous les grands noms quoi, qui vous ont rejoint. Quand on voit ça, on ne voit pas les grands noms, quoi. On voit plutôt des gens qui sont contents de se retrouver. Et ça, c'est un peu miraculeux. Ouais. C'est effectivement apprendre à faire à des personnes qui comprennent l'intérêt de chacun, qui découvrent comment l'autre fonctionne, quel est son point de vue, etc. Et puis après ça peut avancer. Génial. Alors, on va arriver à la fin de nos échanges, mais j'ai deux questions super importantes pour moi à te poser. La première, c'est sur ces sujets de la mobilité, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire demain, pas dans 10 ans, demain à leur niveau, 1, 2 ou 3 trucs que les gens peuvent faire pour aider à résoudre ces grands enjeux, en particulier ceux que tu as évoqués, de la pollution, de la production d'émissions de carbone, d'embouteillage et aussi d'accès pour ceux qui n'ont pas accès à cette mobilité. Qu'est-ce que les gens peuvent faire demain? Je vais donner des conseils très simples. C'est de faire un peu une analyse de son activité.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on se déplace pour réaliser des activités. On ne se déplace pas trop par plaisir du déplacement pur, sauf les motards ou quelques cas particuliers. Et en partant de l'activité, voilà, comment je mène telle et telle activité. Donc, comment je vais au travail, comment je vais faire mes courses, etc. Et ensuite, essayer d'expérimenter des solutions de mobilité différentes. Est-ce que je pourrais avoir accès à un vélo électrique, quelqu'un peut me le prêter? Et j'essaye vraiment, domicile-travail, est-ce que c'est dur, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le refaire? Voilà, se mettre dans la situation, parce que ce qu'on a, parce que m'ont dit des psychosociologues, en fait, notamment dans le domaine de la mobilité, c'est que les gens, donc on expérimente, et on produit a posteriori les raisons pour lesquelles on change. Très intéressant. Ayant expérimenté le vélo, je vais créer un narratif pour expliquer aux autres pourquoi je fais du vélo. Donc ce n'est pas une démarche a priori où le vélo, j'ai fait une analyse avec les critères et je sais que ça c'est la meilleure. Non, j'essaye. Et donc moi le conseil c'est essayer plein de choses. Essayez le covoiturage, essayez l'autopartage, inscrivez-vous, c'est facile maintenant avec les applis. C'est une fois, deux fois. Et vous essayez de l'intégrer pour réaliser vos activités. Et après vous pouvez vous lancer dans il y a des challenges maintenant qui se font. Par exemple, je n'utilise pas ma voiture pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. C'est pas non plus extrêmement difficile, mais ça permet d'expérimenter et de changer des pratiques, et puis de construire aussi un narratif, une logique. Et une fois que c'est construit, après c'est plus facile de convaincre ses voisins, sa famille. Génial. Alors, expérimenter, arrêter de discuter. Oui. La voiture électrique c'est bien, c'est pas bien, le vélo électrique c'est bien, c'est pas bien, le covoiturage. Essayez. Voilà, essayez et vous verrez bien. Et vous risquez même de devenir un ambassadeur vous-même de la solution. Donc expérimentez. Une sorte de bref cartographie de où, comment, pourquoi je me déplace. Et après, j'expérimente. Génial, ça me parle complètement. Dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, par exemple à tes filles ou à des jeunes, peut-être un peu plus âgés, quelqu'un de 18-20 ans? C'est quoi les 3 choses pour être prêt pour le futur? Donc là, je sors de la mobilité, mais le futur, c'est aussi quelque chose dans lequel tu baignes. Toi, personnellement, c'est quoi les 3 conseils que tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune pour être prêt pour le futur? Vaste question. Il y a aussi cette notion d'expérimenter des choses. Expérimenter. Être ouvert, lire et être prêt à découvrir des choses radicalement nouvelles. Et puis peut-être partager, le moindre retour, partager et voir ce que ça évoque chez les autres pour ne pas s'enfermer dans une certitude. Génial. Expérimentez, soyez ouverts, découvrez des nouveaux trucs, lisez et partagez votre expérience, discutez-en avec les autres. Génial. Gabriel, merci beaucoup. Où est-ce que quel lien je peux mettre pour que les gens qui sont intéressés sur toi ou sur ce que tu fais ou sur la fabrique de mobilité, quel lien je peux mettre pour que les gens en sachent plus? Alors, il y a mon blog qui s'appelle donc Transport du Futur. Ok, que je connais, je mettrai, qui est génial. Le Transport du Futur, et puis la fabrique des mobilités. Ok. Et donc ça c'est le site général, et après on a un wiki avec plein d'informations, le wiki de la fabrique. Génial, je mettrai tout ça. Super. Gabriel, merci beaucoup. Je ne sais pas si la prochaine fois qu'on se verra, on se télétransportera. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir qu'on passe ce moment ensemble. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.